C'est parti. Je vais couper le son, c'est bon. Ouais. Et Pas de repisse, tout marche bien. on regarde si tout Ça a l'air bien. Hein. Bonjour. Ouais, c'est bon. Ouais. On s'entend bien et on s'entend assez fort. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on va parler philo et on va parler que philo. Ouais. Et du coup, on est obligé de bien s'entendre. Moi, je préfère m'écouter en vrai, Ok. juste pour être sûr de m'entendre. Sinon, je... Cette charge technique. Ouais, voilà. Sinon, je vais parler à côté du micro. Ok. Et bonjour Lucas, Ouais. ça va? Ça va toi? Oui, ça va. Première émission Ouais. sur Notions communes, du coup. Ouais. Une émission qui va parler philo et spécifiquement de Spinoza. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer peut-être en préambule ce que ça veut dire Notions communes? Pourquoi ce titre? Notion commune, c'est un concept de Spinoza, qui est un peu le concept un peu charnière dans sa philosophie, qui permet un passage particulier. Donc c'est un concept très important. Ok. Et qui est un très joli concept. Je ne vais pas l'expliquer là. Mais, Ok. On y reviendra dans plusieurs émissions. Dans plusieurs émissions, exactement. Ok. Il y a beaucoup de choses dans Spinoza, donc... Ouais. Et du coup, ça y est, on a un viewer. Ouais. Peut-être que c'est que nous encore. Je pense que j'ai un pote Martin qui est au taquet. C'est vrai? Ouais. Ok. Je pense qu'il est au taquet. Trop bien. Pourquoi on fait cette émission déjà? Qui es-tu? Et je vais peut-être commencer par me présenter moi, puis après je vais te présenter toi. Moi, du coup, c'est Réa. Je fais plein de choses à côté. Je suis producteur et j'ai été ingénieur, etc. Et pour raconter mon background philosophique, j'ai eu 12 au bac. De philo. Bac de philo en S. En S. Ouais, en S, ouais. Et le reste au bac, hein. Et le reste de l'année, j'avais 5 de moyenne. Tu t'es réveillé le jour du bac, tu t'es dit, t'as eu une épiphanie, quoi. Voilà. C'est maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, ouais, j'avais 5 de moyenne tout du long de l'année. Et je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'était horrible. C'était horrible. Et moi, j'ai fait S pour pas avoir à parler philo. Pour pas avoir à gérer ce genre de merde, en fait. Et là, je me retrouve ici. Et là, tu te retrouves là. Parce que... Pour souffrir. Exactement. Non, mais parce que je me dis que c'est quand même important dans le monde dans lequel on vit et que ça régit beaucoup trop de choses pour pas qu'on s'en soucie, en fait. Bah, en fait, la philo, c'est ce qui permet de... Pour moi, genre, qui est sous-jacent derrière tout le reste des connaissances. En fait, c'est ce qui donne un peu une base à plein de choses, même aux sciences dures. Tu vois, en fait, t'as une catégorie de la philo qui est de la philosophie des sciences, qui s'appelle l'épistémologie. Et en vrai, ça bâtit un peu un socle de toutes les connaissances qu'on peut avoir. Et tu sais, des connaissances générales de qu'est-ce que c'est l'être, qu'est-ce que c'est une connaissance vraie, qu'est-ce que c'est un individu. Enfin, en fait, la philo, elle se pose ces questions-là. Et c'est des questions qui vont rejaillir sur toutes les autres disciplines de la connaissance, quoi. Notamment en politique, du coup. Et notamment en politique. Oui. Un segment de la philosophie qui est philosophie politique. Ah ouais, ok, d'accord. Le thème, c'est philosophie et politique. T'as philosophie des sciences, philosophie politique. Ok. Voilà, c'est une catégorie à part. Et toi, du coup, pourquoi tu veux parler de philo ? Moi, je m'intéresse à la philo depuis assez longtemps. Je pense que ça fait une petite dizaine d'années. Okay. Vraiment en autodidacte. Enfin, moi, j'étais bon en philo au bac. Toi, t'as eu combien ? Je crois que j'ai eu 16 au bac. Ouais, non, mais d'accord. J'ai eu 16 et j'aimais bien. Excuse-moi. J'aimais bien. Ça me et en moyenne aussi, t'avais 16 ? Ouais, j'étais bon, genre toute l'année. Enfin, c'est un truc qui me plaisait de base, tu vois. Okay. Genre, bac S ? Bac S. Ah ouais, ok. Ça me plaisait de base. Parce que bac S, t'as 1 heure de philo par semaine, ou 2. Bon. J'ai quand même réussi à avoir 5. Et du coup, j'aimais bien ça. Et en fait, je suis arrivé à la philo d'un trajet très bizarre. Ok. C'est-à-dire que j'aimais bien un gars qui s'appelle Frédéric Lordon, qui à la base est économiste. Et ce mec-là, il était très présent au moment de la crise de l'euro, la crise des subprimes, etc. Donc ça, c'était en 2008. C'était en euro. Euro, c'est 2008. Ouais, c'est à partir. Crise des subprimes, c'est 2008, et la crise de l'euro arrive dans la foulée. Et elle va s'étendre sur plusieurs années. Je pense que c'est plus 2010, 2012. C'est les crises des dettes en Europe. Ouais, ok. Et ce mec-là était très présent à gauche publiquement, quoi. Et en fait, il s'est mis à parler Spinoza. Il s'est mis à mélanger économie, marxisme, spinozisme, et à bâtir un peu toute une théorie qu'il a continué là il continue encore de travailler ça. Et vu que j'avais envie de comprendre
Qu'est-ce qu'il racontait en fait? Oui. Bah, je me suis mis à lire Spinoza parce que. Ok. Ah oui, d'accord. Donc c'est à travers Lordon que tu as commencé direct par Spinoza. Ouais. Où je me suis dit, j'ai besoin, en fait, si je le fais pas, je ne vais pas comprendre ce qu'il est en train de raconter. Ok. Et vu que j'avais envie. Ok. Donc d'un coup, je me suis mis à lire, j'ai acheté L'Éthique, qui est là, le bouquin un peu principal de Spinoza. Okay. Et je me suis dit, je le lis. Ouais, d'accord, ok. Et sauf que c'est très compliqué et du coup il faut lire plein d'autres trucs. Et voilà. Et du coup, tu as lu les autres trucs aussi autour. J'ai lu les autres trucs autour et tu rentres dans un engrenage de avoir envie de comprendre comment il se situe dans l'histoire de la philosophie, comment les gens s'en sont inspirés après lui, avant lui d'où il vient. Enfin bon, voilà. Après tu rentres dans un. Bah tu te rentres dans la boucle quoi. Tu rentres dans la boucle. Et alors juste un truc, pourquoi Lordon spécifiquement? Ou il y a un truc avec Lordon, c'est juste que lui, t'es tombé dessus à un moment. Ouais, je suis tombé dessus, je pense, par la vidéo d'Usul. D'accord. Quand il faisait Nos chers contemporains, il a fait une vidéo sur Lordon qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Moi, je m'intéressais déjà de loin un peu à la sociologie, mais de manière très vague. Enfin voilà, il y avait un truc où la manière dont Usul en parlait ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé. Ouais. Je me suis abonné au Monde diplomatique, qui est un endroit juste après. Ouais. Okay, c'est un endroit où Lordon écrit beaucoup, etc. Okay. Donc il y a eu un truc. Et ça a ouvert tout de suite plein de portes, quoi. Ok. Et du coup, on va parler de Spinoza. Donc, introduction via Lordon. Et Spinoza, du coup, tu as lu L'Éthique. Donc, c'est un bouquin très compliqué. C'est un bouquin très compliqué. Ouais. Enfin, en vrai, c'est compliqué. Et juste avant. Faut pas avoir peur, hein, parce que en vrai, L'Éthique, il a écrit peu de choses, Spinoza. Et L'Éthique, c'est un livre qui est sorti après sa mort, qui pouvait pas sortir à l'époque où il l'a écrit parce que sinon il allait au bûcher, quoi. Ah ouais, ok. Donc ça a été publié à titre posthume par ses amis. Ok, d'accord. Et là, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant sera la parole de Spinoza. Ouais. La pure parole. La pure parole en direct. Là, c'est en flux, là. Il rentre. Il rentre et il ressort par là. Voilà, c'est ça. Non, je vais essayer de préciser quand. En fait, il y a eu plein de théories qui ont été bâties après autour du spinozisme. Okay. Et je vais essayer peut-être je le dirai pas à chaque fois, mais oui. Il y a des interprétations qui sont pas exactement la lettre. En fait, vu que c'est une œuvre dense et complexe, tu peux l'interpréter de plusieurs manières. Donc il y a plusieurs lectures de Spinoza. Ok. Mais je vais essayer quand même au début, en tout cas, d'en rester au texte. Après, on interprète. Après, on interprète. Ouais. Et l'autre question, c'est, t'as lu L'Éthique en premier, et après t'as lu. J'ai rien compris. Ouais, ok, d'accord. J'ai rien compris. Et après, t'as lu les autres livres. Après, j'ai lu les autres livres et j'ai lu des. En fait, t'as les titres, t'as les titres ou pas? L'Éthique. T'as L'Éthique, t'as le traité politique, qui est son dernier livre, qui est pour le coup vraiment de la philosophie politique. Il essaie de réfléchir à c'est quoi le meilleur régime politique pour les gens, à une époque où la démocratie n'existe pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment une époque où, quand tu le lis, tu te dis, mais de quoi il est en train de parler? Ok, parce qu'il est en quelle année, lui? Lui, il est au plein milieu du XVIIe siècle, il est né en 1632 à Amsterdam. C'est un roi là-bas? Alors, en fait, lui, quand il est adulte, t'as vraiment des luttes. Tu vois, Amsterdam, c'est pas un... C'était les Pays-Bas à l'époque, c'est un peu une puissance coloniale, un peu commerciale, bizarre. Et en fait, t'as déjà des mouvements libéraux qui essaient de porter un peu de démocratie, et notamment les frères De Witt qui se font assassiner à l'époque où Spinoza, qui étaient un peu pas des amis de Spinoza, mais c'était des libéraux et qui étaient un peu... on va dire tolérant vis-à-vis des gens comme Spinoza qui apportaient une pensée un peu nouvelle. Et eux se font assassiner, donc il est dans une période très trouble, qui est ni monarchie absolue, ni démocratie, ni voilà. Je suis pas expert de la période, mais oui, c'est pas. Enfin, peut-être je me trompe, mais la France n'existe pas vraiment comme elle est aujourd'hui à ce moment-là. Du coup, c'est peut-être le même genre de formation des pays, quoi, à ce moment-là. Ouais, je sais pas. Je pense que la France est plus installée en monarchie. Je pense que c'est plus une monarchie absolue, c'est moins libéral. Je pense que les Pays-Bas à l'époque, c'est un peu l'endroit le plus libéral d'Europe, où il commence à y avoir. En fait, c'est un des endroits les plus tolérants d'Europe. D'accord, dans ce sens-là. Par exemple, Spinoza, il est d'une famille marane, c'est des Juifs d'Espagne. On ne sait pas s'il est d'Espagne ou du Portugal.
mais qui ont été expulsés d'Espagne par les catholiques. Ouais. Et en fait, beaucoup sont allés aux Pays-Bas parce que c'était un endroit plutôt tolérant. Et donc, tu as une grosse communauté juive qui s'installe à cette période-là aux Pays-Bas et à Amsterdam en particulier. Ok. Du coup, 1600... il est né en 1632. 1632, donc il écrit... Du coup, il y a l'éthique, le traité politique... ça, c'est ses livres un peu tardifs. Il y a un traité théologico-politique, je crois qu'il y a qui est un des seuls trucs qui paraît. De son vivant, tu veux dire ? De son vivant, ouais. D'accord. Et où il en discute. Et donc là, c'est vraiment c'est déjà de la philosophie politique, mais ramené à l'histoire des religions un peu. Voilà. Et t'as le court traité, où là, c'est même pas lui qui l'a écrit, c'est des élèves qui l'écoutaient. D'accord. Donc, en fait, c'est des retranscriptions qui de ont cours. Écrit quoi, okay. C'est des retranscriptions de cours. Et il y a 2 versions en plus, donc du coup, il y a 2 versions qui s'affrontent de prise de notes d'élèves. Il y a des débats comme ça. Ah, c'est drôle. Voilà. Et t'as le traité de la réforme de l'entendement, mais qui sont aussi un peu des œuvres inachevées, où en fait, la seule œuvre vraiment... Non, il y a le traité théologico-politique qui est achevé, mais en gros, il y a un moment où il arrête d'écrire ce qu'il est en train d'écrire pour écrire l'éthique, où il se rend compte qu'il y a un changement dans sa doctrine, et il écrit l'éthique, c'est un peu le texte canon. Oui, voilà, c'est ça. Où les autres textes sont intéressants pour comprendre l'éthique, et comment il en arrive à ce livre-là. Mais le texte canon, c'est l'éthique. Ouais. Ok. Et ça, toi, tu lis l'éthique et tu lis du coup les autres trucs à côté avant de comprendre l'éthique. À quel moment tu dis j'ai compris l'éthique ? Je pense que c'est il y a 6 mois. Ok. Alors ça fait 10 ans que j'ai... Ouais. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est de lire t'as des commentaires de l'éthique. Directement, quoi. Faut le lire parce que faut comprendre de quoi. Ouais. Mais en fait, après aller lire des commentaires, revenir, faire des allers-retours, en fait. Ouais. T'as un livre très important qui s'appelle Individu et communauté chez Spinoza. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais en fait, dans les années 60, t'as un gros renouveau des études de Spinoza. Il y a des livres très importants qui sont écrits à ce moment-là sur le spinozisme. Et voilà, je pense qu'on va en parler plus tard. Ouais, ok. Donc c'est d'autres gens des exégètes, quoi, entre guillemets. Qui vont réutiliser Spinoza à un moment très particulier parce que ça va leur servir dans leur moment. Ouais. Je vois où est-ce que tu veux aller. Et du coup, ok. Du coup, là, cette émission, on va en faire au moins 3. Enfin, j'aimerais bien. Aujourd'hui, à la rentrée, parce qu'on va partir en vacances tous les deux, je pense. Et après, une autre fois, je pense, dans le mois suivant, quoi. Ouais. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un thème en particulier, qui s'appelle l'immanence. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'immanence. Qu'est-ce que l'immanence. Vas-y, dis-moi en une phrase. En une phrase. Résume Spinoza en une phrase. Non, je rigole. Quelque chose qui est immanent, c'est quelque chose qui se développe soi-même de l'intérieur. C'est quelque chose qui a un développement interne et qui n'est pas soumis à des logiques extérieures. Donc qui n'est pas tiré de l'extérieur vers quelque chose. Tu vois, l'immanence, c'est le contraire de la transcendance. Ouais. Et la transcendance, c'est croire à une logique extérieure qui va te porter en dehors, qui te tire du dehors, en fait. Qui te tire... Ah oui, donc c'est quelque chose de l'extérieur qui te tire vers une opposition. Voilà, exactement. Et Spinoza, là, on va parler du dieu de Spinoza. Ouais. Et très schématiquement, c'est très facile de comprendre, d'imaginer, par exemple, un dieu transcendant. Par exemple, c'est un dieu qui a créé le monde de l'extérieur, tu vois. C'est un dieu créateur. Donc, il a créé le monde en 7 jours et après, il est allé faire son business ailleurs, tu vois. Oui, je capte. Et le dieu de Spinoza, c'est le monde lui-même. Donc, tu vois, c'est une logique où il n'est pas détaché du monde, c'est le monde lui-même en train de se faire, le dieu de Spinoza. Donc, ça c'est l'immanence. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation entre un créateur et une chose créée. Il n'y a pas de séparation... Voilà, c'est cette logique-là. Et là, du coup, ça fait déjà un truc un peu chelou un truc chelou. C'est que lui, il est juif. Ouais. Et du coup, il rejette... il remet en cause l'existence de Dieu ou la forme de Dieu. La forme de Dieu. Il est dans des débats théologiques. En fait, c'est des débats qui sont très communs à son époque. Où lui, il est dans la communauté juive d'Amsterdam. T'as beaucoup de... C'est une diaspora, donc t'as des gens qui viennent d'un peu partout et qui ont des débats
c'est une communauté où les débats sont très forts, parce que tu as vraiment un peu une tradition de débat à la synagogue, de discuter théologie, etc. Et donc lui, il s'inscrit là-dedans, sauf que lui, il se fait excommunier en 1656, je crois. Ouais, ok, d'accord. Il se fait excommunier, mais en gros... Donc 36, ouais, donc assez jeune quand même. 32, 56. 32, 56. Oui, non, mais ouais, ok. Voilà. Ouais. C'est toi qui as fait un bac S. Ouais, moi aussi, mais... mais ok, ouais. Et il se fait excommunier à cause de ses écrits. Ok, donc il a déjà écrit à ce moment-là, il écrit des trucs et il dit Dieu pas comme ça, quoi. Ouais, il dit Dieu pas comme ça, l'Ancien Testament pas comme ça. Il est dans des logiques qui sont totalement, qui sont pas acceptables dans les dogmes de l'époque. Mais en fait, il y a un truc assez drôle, c'est que en fait, beaucoup de gens se faisaient excommunier à cette époque-là. Ok, d'accord. Et c'était un peu genre, c'est pas normal, mais en gros, c'est un peu un truc de... En fait, on te menace d'excommunication, tu t'excuses et tout va bien, tu vois. Sauf que Spinoza, on l'a menacé d'excommunication et après il a sorti un brûlot. Un brûlot ? Ouais, un texte vraiment à charge. Ouais, donc il n'a pas du tout saisi la main tendue, quoi. Ouais, d'accord. Il a juste j'accepte. Il a confirmé vraiment. Il a dit tu as dit des choses mal. Il fait oui. Je vais écrire encore pire. Ouais, voilà. Parce que oui, du coup, les gens qui se font menacer d'excommunication, c'est juste du coup, ils reviennent rapidement dans le droit chemin. Ils peuvent revenir. L'idée, c'est de les faire revenir. Oui, t'as un peu un truc. Enfin, en fait, on a l'impression que c'est un gros truc. Enfin, je pense qu'il y a d'autres endroits, d'autres époques où c'était énorme, peut-être. Mais en fait, c'était un peu, c'était assez courant. Souvent. Ouais, d'accord. Voilà, surtout à Amsterdam à cette époque-là, vu qu'il y a plein d'idées qui se mélangent. Enfin voilà, c'est vraiment une époque où ça excommunie facilement, mais c'est pas c'est pas si grave parce que. Oui, ok, d'accord. C'est pas, ok, d'accord. C'est pas un truc ultra grave, mais en fait, après, le but c'est que tu sois conciliant. Le but c'est que tu sois conciliant, mais Spinoza, il a pas du tout été conciliant. Ouais, ok. Et du coup là, il parle de Dieu. Du coup, alors attends. Il y a une différence entre la transcendance et l'immanence. Donc là, il y a déjà vraiment une confrontation énorme entre la forme des dieux qu'il imagine. C'est deux. Et là, il en parle sous le thème. Non, parce qu'il est juif, mais il parle de la même chose pour les autres religions. Ouais. En fait, lui, il théorise Dieu. En fait, il est issu d'une tradition philosophique. Ouais, voilà. Il vient après Descartes et il commande beaucoup Descartes, donc il y a un philosophe français qui est vraiment juste avant Spinoza. Donc il le commande beaucoup. Et déjà Descartes c'est une époque où on essaye d'avoir des définitions claires des choses. C'est un peu une époque où c'est une époque très rationnelle. On essaie de poser des mots justes sur les choses et que vraiment chaque définition veuille dire un truc précis, qu'il n'y ait pas d'équivoque, que tout soit d'équivoque, qu'il n'y ait pas des choses qui aient deux sens différents ou trois sens différents. Il y a un peu ce désir-là de sortir de la manière de penser qui était de la Renaissance, qui était avant. Où t'as par exemple la connaissance des choses. Si tu prenais par exemple la connaissance même des animaux, dedans, dans un livre sur les chauves-souris, t'avais autant son anatomie que son régime alimentaire, que ce qu'on raconte mythologiquement sur la chauve-souris, ce que machin en a dit, ce que bidule en a dit. Et donc en fait, toutes les connaissances étaient un peu mélangées. Et c'était un peu genre et c'était vraiment de la connaissance. Enfin, pour nous, ça nous paraît, de notre point de vue, absurde. On se dit, bah non, chauves-souris, ils peuvent te mordre et tu deviens un vampire. Voilà, mais ça... C'était écrit à côté de l'anatomie, quoi. C'était écrit à côté de l'anatomie dans le même livre, dans le même traité, sur la connaissance de ce que c'est. Et donc, c'est une époque où ils veulent sortir de ça. Et on essaye de poser vraiment une rationalité. Et donc lui, il hérite de ça chez Descartes, et Descartes, il commence déjà à poser... en fait, pour parler du Dieu, il faut parler de la substance et de ce que c'est une substance en philosophie. Donc je vais essayer de le faire. Vas-y, dis substance alors. Faut y aller. Mais en gros, t'as vraiment un concept de substance qui existe depuis l'Antiquité en philosophie, qui est de dire qu'est-ce que c'est comment on définit un individu, quoi. Comment on définit une chose libre, la chose libre qui agit. Tu vois.
Donc, ouais, vas-y, ouais, ok. Voilà, et donc par exemple, dans l'Antiquité, on disait c'est les choses individuelles qui sont une substance. Toi, tu peux être une substance parce que tu es libre, tu agis, tu peux avoir des attributs dans le sens où j'ai les cheveux noirs. T'as les cheveux noirs, exactement. Ouais, voilà, ouais. Mais tu vois, avoir les cheveux noirs n'est pas une substance. Tu vois, enfin, du coup, t'as une logique un peu comme ça, de dire c'est un sujet porteur d'attributs, c'est ça une substance. Ok, oui. Voilà. Les cheveux noirs, c'est pas une substance. C'est pas une substance. C'est la personne. C'est une caractéristique. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. T'as une couleur. Voilà. C'est pas une substance. Voilà, un vert rouge. Ouais. La couleur rouge n'est pas la substance parce que c'est un attribut de la chose, mais c'est pas la chose en elle-même. Et c'est le vert du coup qui est la substance. C'est le vert qui est là, voilà, exactement. Et du coup ça englobe les personnes vivantes, les objets vivants, les animaux, etc. Et les objets aussi. Et donc tu as un monde avec une multitude de substances. Tu vois, c'est un monde avec une multitude de substances. Okay. Et après Descartes, lui, quand il arrive, il vient s'opposer à ça en disant Alors attends, qui dit ça alors? C'était pas Spinoza qui disait ça? Non, là c'est pas Spinoza. Ouais, ça c'est l'époque où... Par exemple c'est Aristote. Ok, d'accord. Après ok, d'accord, j'ai compris. Un truc différent, mais donc je prends un exemple dans l'Antiquité grecque, ça c'est chez Aristote, c'est ça. Ok, donc avant Descartes, on disait il y a des substances. Ouais, il y a des substances, ou alors Dieu a créé la substance. Ouais. Enfin bon, il y a plein. C'est trop vaste et puis je connais pas assez bien. Mais ok, donc il y a cette notion de substance-là. Descartes, il arrive. Descartes, il arrive et il dit, il va vouloir donner une définition claire de la substance, parce que là, on a l'impression, il trouvait que les définitions d'avant n'étaient pas assez claires, qu'on pouvait comprendre plusieurs choses, que c'était un peu flou, etc. Il va dire, la substance, c'est ce qui est cause d'elle-même. C'est ce qui est cause d'elle-même. C'est ce qui. Attends. C'est ce qui cause d'elle-même. C'est ce qui est cause d'elle-même. Ah, c'est ce qui est cause d'elle-même. C'est une cause libre et cause d'elle-même. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de totalement libre et qui est pas causé par autre chose, qui est pas qui est pas influencé, qui est pas affecté par d'autres choses, qui ne dépend que d'elle. Ok. En latin, ils disent causa sui, cause d'elle-même. Ok. Et alors, vas-y. Alors. L'eau, par exemple? Bah non. Ok, d'accord. Donc en fait, t'as un truc. C'est ça. En fait, il en arrive à la logique qu'il n'y a que Dieu qui peut être cause de lui-même. Ah, d'accord. Parce qu'un humain, c'était pas une cause d'elle-même, du coup. Bah du coup, t'es rentré, tu vois, t'es né. Donc t'as eu des parents qui ont dû te concevoir. Ouais. Cause d'elle-même dans le sens, c'est moi qui ai fait que je me suis créé. Quoi. Voilà. D'accord. Exactement. Ok. Oui, donc rien finalement. Ouais, d'accord. Si tu réfléchis. Non, mais là j'ai une souris dans les mains. C'est moi qui. Enfin non, c'est quelqu'un qui l'a créée. Voilà. Donc elle n'est pas cause d'elle-même. Ouais. Et tu peux remonter dans toute. Tu vois, il faut qu'il y ait un système d'extraction de minerais. Il faut qu'il y ait cette technologie-là qui existe. Dans tout un. Mais alors, tu peux remonter indéfiniment les causes. Ok. Et l'eau, du coup, du coup, l'eau, ça vient de. Enfin, la nature, quoi, entre guillemets. Vas-y. Ouais. Est-ce que ça c'est une cause d'elle-même? Descartes, à ce moment-là, il va inventer un truc un peu bizarre. Ok. Il va dire, oui, la nature est cause d'elle-même, mais créée par Dieu. Tu vois, c'est une cause, c'est une cause, mais en fait, il va pas au bout de son geste. Tu vois, il va pas au bout de sa théorie. Il n'ose pas dire. Alors, je sais pas s'il n'ose pas. Non, mais oui. En tout cas, il n'ose pas affirmer que y a que Dieu et que du coup la nature serait Dieu. D'accord. D'accord, j'ai compris. Tu vas dire que si tu dis la nature est cause d'elle-même, tu dis que Dieu c'est la nature. D'accord. Parce que lui, dans son truc, il dit cause d'elle-même, il n'y a que Dieu. Et du coup, si la nature est cause d'elle-même, c'est Dieu. Je vais me faire brûler. Ok, d'accord. Je peux pas dire ça. Ok. Sauf que Spinoza, il s'en fout, lui, il va dire ça. Donc lui, Spinoza, il va accepter ce truc-là. Il va l'intégrer carrément. Spinoza, il va lire Descartes, il va dire non, mais ça n'a pas de sens de dire que Dieu, qui serait cause de lui-même, a créé un truc aussi cause de lui-même, qui serait la matière et les pensées, tu vois. En gros, Descartes dit Dieu a créé la matière et les idées et la pensée. Mais ces choses-là sont causes d'elles-mêmes, mais il y a quelque chose par-dessus quand même. Ok, d'accord. Oui, donc ça, c'est antinomique, quoi. Enfin, ça marche pas. Il y a un truc qui est pas.
il va trouver un moyen de l'argumenter, etc. Oui, oui. Mais Spinoza va trouver que c'est pas assez radical. Ok. Et du coup, lui, il dit quoi alors? Il dit que Dieu est cause de... Il n'y a que Dieu qui est cause de lui-même. Donc il reprend quand même cette thèse-là, quoi. Ouais. Enfin, ce truc-là. Ouais, mais sauf que lui, il va dire Dieu c'est l'étendue et Dieu c'est la pensée. Il va pas dire que c'est une création extérieure. Il va dire que Dieu c'est l'étendue, du coup, et c'est la pensée. D'accord, ok. Donc l'étendue, quand il dit l'étendue, c'est ce qu'on voit, c'est la matière. C'est tout ce qui existe matériellement. Ok. Et la pensée, du coup, il intègre aussi la pensée en mode la pensée, c'est les idées. C'est ce qu'on voit pas, quoi. Enfin, c'est ce qu'on peut pas palper. C'est ce qu'on. La pensée, ce serait les suites d'idées. Enfin, c'est les suites logiques d'idées et comment les idées dans le monde. Tu vois, il dit qu'il y a. Mais lui, il va pas reprendre la séparation entre étendue et pensée. Ok, là il les associe. Il les associe. En fait, c'est la même chose sous un autre point de vue. Ok, d'un différent aspect. Donc c'est de dire il y a pas un dualisme, tu vois, qu'il peut y avoir dans la pensée chrétienne ou religieuse de dire, tu vois, le corps serait sale. Ah, voilà, c'est ça, ouais. Le corps serait sale et la pensée serait bien et tu vois, l'âme s'avilit parce qu'elle elle rentre dans un corps, etc. Ok. Lui, il dit non. La pensée et l'étendue, c'est la même chose, vu sous des angles différents, et il n'y en a aucun des deux qui est supérieur à l'autre. C'est la même réalité vue de points de vue différents. D'accord. Et vraiment, il ne faut pas penser... Vas-y. Quand tu parles de philo, parfois tu as envie de réassocier des trucs à des choses que tu connais. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment accepter l'énoncé tel quel. Brut. D'accord, ok. Tu vois. L'énoncé brut de toi, ton corps... et l'idée de ton corps. Ça, c'est ce qu'il dit, lui. Ouais. Ça, c'est son truc de base, c'est de dire ton corps, c'est la même chose que ton esprit. C'est pas juste un truc ici, ton esprit. Ça va avec ton corps. Ouais, les idées que tu as, c'est les idées de ton corps. Ça c'est quelque chose qu'il dit. Ouais. Mais du coup, il y a une idée de toi dans la nature. Tu vois, qui n'est pas qui est pas associé, genre que tu peux te dissocier de ton corps, quoi. Ouais. C'est ça que tu dis. Non, tu peux pas le dissocier. Mais oui, justement, ouais. Enfin, l'idée des gens, c'est de se dire, je peux visualiser mon corps. Ouais. En dehors, sans que je sois dans ce corps-là, il est que dans la nature et je suis une entité différente que ce que je palpe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, je crois que c'est pas du tout spinoziste. Ouais, okay. Ouais, justement, c'est ça. Et du coup, lui, il dit. Tu peux pas imaginer ton corps dans la nature sans que toi tu sois pas là. Il le formule pas vraiment dans ses réflexions là, lui. Enfin, lui, il a vraiment une idée de. Il fait vraiment une ontologie de qu'est-ce qui est. L'ontologie, c'est la question de qu'est-ce qui existe. Ok. Tu vois, et de la manière dont les choses existent. Et lui, il refuse la distinction corps-esprit. Ok. Et il affirme que c'est l'idée qu'il y aurait une idée de... Faut penser vraiment... C'est un truc un peu bizarre, c'est une expérience de pensée, de se dire, comme il y a des choses étendues qui se dispersent autour de nous, il y a aussi des idées. Tu vois, Dieu est étendu, mais Dieu est idée. Ok. Mais tu vois, c'est un truc un peu bizarre. Ouais. Mais Dieu est une chose étendue, la nature est une chose étendue, la nature est une chose pensante. C'est un peu bizarre de réfléchir comme ça, mais c'est ça. Ok. Et c'est la même chose, mais vu sous différents aspects. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un exemple ou un contre-exemple de ce que tu dis là? Imaginons, on va prendre un exemple. Je sais pas, imaginons que t'es là, tu cuisines, tu te mets la main sur la plaque, tu te brûles. Oui. Bon, donc il y a, sous le point de vue de l'étendue, tu peux dire que physiquement, il y a ta main qui a touché quelque chose de chaud, ça fait une réaction sur ta peau qui t'a brûlé, ça t'a fait des réactions nerveuses qui sont remontées jusqu'à ton cerveau, donc un signal électrique qui a fait quelque chose dans ton cerveau, je suis pas neuroscientifique, je sais rien, et t'as ressenti de la douleur. Oui. Voilà. Donc ça c'est ce qui s'est passé sous le mode de l'étendue, tu vois. D'accord. Sous le mode des idées, tu vois, sous l'attribut des idées, c'est autre chose, sous l'attribut des idées, il faut imaginer la suite logique des causes et des conséquences de ce qui s'est passé.
Donc, c'est un peu un truc bizarre. Du point de vue de la nature, il s'est passé un enchaînement logique qui se traduit sous forme d'idées. Oui, ok. Qui est que logiquement, tu as mis ta main sur le. C'est la suite c'est la suite idéale des causes et des conséquences. Et toi, il s'est passé des idées dans ton esprit. Oui. Qui sont les idées de ton corps, donc qui sont reliées à ton corps. Donc tu as connu de la douleur, toi. Oui. Donc on en reparlera plus tard, mais c'est un affect triste pour Spinoza. C'est un affect triste. Mais au niveau de la nature n'est pas triste. La nature, c'est totalement logique, tu vois. Ok, j'ai compris. C'est une suite logique. Et toi, tu as un affect triste parce que... Toi, individuellement, t'as un truc... Tu t'es fait mal en faisant ça. Ouais. Mais dans le personnage, dans la scène globale, en fait, la scène globale, c'est ok parce que c'est comme ça que ça a été, ça s'est fait, quoi. Finalement, c'est les lois de la nature qui se sont appliquées. Ouais, voilà, c'est ça. C'est genre. C'est logique. Oui. Tu vois, c'est cette époque de raisonnable. Okay, tu vois, c'était un peu. C'est l'époque où tout est rationnel. Ok. Machin, donc t'es dans. C'est c'est rationnel. Ouais, ok, ouais. C'est évidemment que. C'est rationnel qu'une personne dans son coin et mis sa main sur le feu à ce moment-là. Sur le feu parce qu'elle était distraite. Tu vois, en fait, tu remontes la. Ouais, voilà. Parce qu'elle était distraite, parce qu'elle n'a pas l'habitude, elle a changé de cuisine il n'y a pas longtemps, elle connaît ses plaques. Voilà, Ou alors, même si elle avait fait elle volontairement, ça aurait été pareil, logique, quoi. Enfin, logique, c'est logique. Ouais, totalement. Ok. C'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses et pour Spinoza, ça ne peut pas être autrement. Ouais, il n'y aurait pas pu se passer autre chose que ce qui s'est passé là. Chose qui s'est passé parce que ça découle des lois de la nature. Qui est un enchaînement de causes et de conséquences. Ouais. Et duquel Dieu n'est pas une cause extérieure. C'est pas Dieu qui a dit vas-y mets ta main. C'est pas Dieu qui a dit mets ta main. C'est pas Dieu qui a dit vas-y mets la cuisine ici. Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. Dieu il est. Tu vois, il est étendu, il est chose pensante. Et nous, on est une partie de Dieu pour Spinoza. On est une partie de Dieu et on applique, si tu veux, on est une petite partie de la puissance de Dieu. Et on fait selon les lois de la nature. Voilà, c'est un peu ça la pensée. Et donc, je vais peut-être faire tu vois, le point un peu technique de l'ontologie spinoziste. Je vais essayer d'aller un peu vite, mais où tu as Dieu qui est la substance. Et cette substance-là, elle s'exprime dans ses attributs. Donc ces attributs, c'est l'étendue, la pensée. Et nous, c'est les deux seuls attributs qu'on connaît. Mais Spinoza, il dit il y a une infinité d'attributs de Dieu. Voilà. De Dieu. Ouais. Dieu a une infinité d'attributs. Nous, on n'en connaît que deux, qui sont l'étendue et la pensée. Et après... étendu, attends, juste étendu, c'est matière, quoi. Si on dirait matière. On dirait matière, on dirait, oui, c'est le monde physique. Ok. Et pensée, c'est les idées. C'est les idées, ok, très bien. C'est les idées. Et voilà. Et de dire que c'est pas deux choses séparées, tu vois, faut toujours rester dans la logique de l'immanence. C'est-à-dire que Dieu s'exprime comme ça, s'exprime par ses attributs, c'est ses qualités. Qui sont pas dissociables de lui. Et donc et Dieu c'est la nature, donc la nature s'exprime par ses attributs. Il y a de l'étendue, il y a de la pensée. C'est la même chose qui s'exprime sous deux aspects différents. Voilà. Et après, les choses individuelles, toi, moi, etc. On est des modes de ces attributs. On est une modification de Dieu. Tu vois, on est vraiment, il parle comme ça, il faut le prendre au pied de la lettre. On est des modifications de la nature. C'est la manière dont la nature se modalise. D'accord. C'est une manière spécifique de se modaliser. D'accord. Ok, j'ai compris. Tu vois le truc. On est des modes de l'étendue, on est des modes de la pensée. C'est la manière dont la nature s'exprime à travers des choses individuelles. Voilà. Ok. Donc ça, c'est les trois étages un peu ontologiques. Donc vas-y, redis. Donc la substance Dieu. La substance Dieu. Il faut pas penser en haut. Là, je fais gestes parce qu'en fait tout est une seule chose. Mais qui s'exprime qui s'exprime de manière différente. Mais t'as du coup la substance, les attributs. Donc les attributs. Pensée et matière, quoi. Et étendue. Et étendue, Et après les modes finis.
Ouais, donc la forme finale, quoi. Ouais, enfin, la exactement. forme de comment ça se matérialise dans le monde. Comment quoi. ça se modèle, ou que ça se matérialise, et ça agit. Ouais, ça agit ou ça se distingue en idées. Ok. C'est des idées particulières. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Voilà. J'espère que c'est pas trop technique. Si. Non, en vrai, ça va. Et là, on parlait de la main qui se fait brûler, du coup. Et ah oui, le truc de, c'est dans la logique, c'est dans la nature, c'est dans l'ordre des choses que cette chose-là s'est passée. Ouais. Ça, il en parle. Et enfin, ça veut dire, on en parlait hier, mais tu vois, par exemple, ça veut dire un aveugle. Par exemple, les handicapés, par exemple, c'est dans l'ordre des choses, quoi. Ouais. Et c'est... Il n'y a pas de hors nature, quoi. Ouais. C'est pas possible pour Spinoza de penser qu'il y a quelque chose qui serait contre nature. Okay. C'est absurde. Tu vois, il y a... Ça veut dire un gars qui a perdu une jambe, par exemple, c'est dans l'ordre des choses, quoi. C'est dans l'ordre des choses. Parce que... c'est un peu, il s'en fout, Spinoza. Il a pas d'affect pour ça. Enfin oui, il a pas d'affect sur ce genre de. En même temps, il dit c'est trop loin de lui. Enfin peut-être j'en sais rien. Mais... Non, en même temps, tu vois, lui, il va te dire c'est comprendre qui va faire que tu vas te libérer des trucs et c'est pas en déplorant les choses. Enfin, il est. Ok. Donc déplorer le fait que quelqu'un soit devenu aveugle. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Enfin. Ça n'a pas de sens. Parce que nous, on se dit, c'est triste que la personne soit aveugle. Ouais. Mais en fait, Spinoza, il dit, il est aveugle. Ah non, c'est triste qu'il ait perdu la vue plutôt. Ouais. Enfin non, on imagine que la personne a perdu la vue. Ouais. Mais en fait, la personne n'a pas forcément... Enfin, d'après Spinoza, tu dis qu'il n'a pas perdu la vue. Il est juste... sa nouvelle forme, son nouveau mode, c'est ça, quoi. Exactement. Et du coup, c'est ok, il est... Voilà, après il dirait quand même qu'il a perdu de la puissance. Enfin, ah oui, c'est ça, ouais. Ça, c'est peut-être pour plus tard. Ce truc-là, c'est un point un peu commenté, c'est un point un peu technique. Ok. Mais dans l'idée globale, pour l'instant, dans l'idée globale, on se dit que... En fait, c'est pour ça qu'il écrit une éthique et pas une morale. C'est que la morale, ce serait de dire que il y a du bien et il y a du mal qu'on pourrait décréter. On peut dire ça c'est, enfin, tuer quelqu'un c'est mal. Ouais, on peut dire tuer quelqu'un c'est mal. Oui. On peut dire aider quelqu'un c'est bien. Oui. Et l'éthique, elle dit autre chose. L'éthique, elle dit autre chose. Et elle dit quoi ? Elle dit il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a que du bon et du mauvais pour des choses particulières. Tu vois, il y a des choses qui vont gagner en puissance, des choses qui vont perdre en puissance. Ouais. Et c'est ça qui va dire que quelque chose est bon pour cette chose-là ou mauvais pour cette chose-là. Individuellement, mais mode par mode. Mode par mode. Ok. Mode par mode. Chaque mode a son endroit de enfin, ça lui va ou ça lui va pas. Ouais. Mais dans le global, les deux modes, enfin les plusieurs modes qui existent. Tout est ok en fait. En gros, par exemple, toi, si tu manges une pomme, et tu vas, ça va être bon pour toi parce que tu vas gagner en puissance, tu vas te nourrir, tu vas nourrir ton corps, etc. Par contre, ça va être mauvais pour la pomme. La pomme, elle s'est faite manger, oui. La pomme, elle s'est faite manger. Oui. Donc, elle s'est faite, dans termes tunisiens, ça veut dire, ses rapports se sont décomposés pour se recomposer en toi. Donc tu as absorbé la pomme pour la mettre sous tes propres rapports. Et donc à ce titre-là, c'est une mauvaise rencontre pour la pomme en tant que pomme. Ouais. En tant que pomme, du coup, tu as perdu là. Ah ouais, du coup, tu l'as décomposé en nutriments pour toi, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là. Et par contre, pour toi, c'est une bonne rencontre. Oui. Alors que je te le souhaite pas, si tu te balades à vélo dans Paris et qu'il y a une bagnole qui te renverse, et si tu te fais péter un bras, ça va décomposer certains de tes rapports. Tu auras fait vraiment une plutôt mauvaise rencontre. Oui. Ouais. Et la voiture aussi, sûrement. Oui. Mais du coup, on peut pas dire que c'est bien ou mal. En fait, c'est pas tu peux plus être dans des logiques absolues de bien et de mal. Et dans des logiques même, du coup, vu que Dieu est différent, vu que Dieu est immanent, c'est pas Dieu qui va juger des choses de l'extérieur, c'est pas Dieu qui va juger du bien et du mal depuis l'extérieur. À la rigueur, tout lui est égal. La nature, tout lui est égal. Il n'y a pas de...
Oui, bah c'est la nature quoi. C'est la nature. Un lion qui chasse un zèbre, c'est la nature. Ouais. Et Spinoza, il se moque beaucoup des traditions religieuses qui attribuent des sentiments à Dieu, qui pourraient dire que Dieu pourrait se mettre en colère, qui dit que tu peux décevoir Dieu. Ouais. Et toutes ces choses de la tristesse, ça n'existe pas pour Dieu quoi. Bah, il dit c'est projeter des choses humaines dans Dieu. Ouais, d'accord. C'est projeter des choses humaines dans Dieu, c'est stupide. Ouais, ok. En fait, ce serait dire que Dieu est un humain qui peut se mettre en colère, qui peut avoir des, tu vois, Dieu a pas des pensées particulières. Dieu peut, enfin voilà, il est vraiment contre toute cette religion un peu triste, tu vois, qui vient dire qu'il faut te repentir. Enfin voilà, il est vraiment contre tout ça. Ok. Et alors du coup, là ça fait dire que il y a les modes. Ils sont dans un grand tout. Enfin un grand. C'est un peu un endroit quoi. Et du coup, ça amène un peu. Enfin, du coup, ça me fait poser la question du libre arbitre. Le gars qui a mis sa main sur le feu, il l'a fait de lui-même. Quand même, mais c'est dans l'ordre des choses, et du coup c'est ok quoi. Tu vois ce que je veux dire, genre, j'ai l'impression que du coup tout à l'heure là c'était un peu genre on peut prédire un peu ce qui se passe. Alors t'as un peu de ça chez Spinoza, okay. De dire comprendre l'enchaînement des causes et des conséquences. Ouais, voilà, c'est ça. Pour lui, c'est ça qui est la raison. La raison, c'est comprendre les causes et les conséquences. Donc, si tu veux être raisonnable, si tu veux agir de manière raisonnable pour Spinoza, tu dois comprendre pourquoi tu le fais, dans quel but. Voilà, et c'est ça qui va faire que tu auras agi de manière raisonnable. Donc, il y a un peu ça. Et donc, oui, il y a un déterminisme un peu absolu. Naturellement, tu l'aurais fait. Il n'aurait pas pu en être autrement. Voilà, et de dire en fait toutes ces causes ont amené ces conséquences là, et du coup tu es dans une suite un peu logique d'enchaînement des causes et des conséquences, ce qui abolit totalement le libre arbitre. Ce qui veut dire le libre arbitre, ça voudrait dire j'ai décidé individuellement par la force de ma seule volonté de faire cette chose, de faire tout et n'importe quoi, tu vois. Ce serait moi individuellement par la force de mon libre arbitre, de ma liberté fondamentale, de faire quelque chose. Non, Spinoza, il te dit t'es toujours affecté par 1 million de choses, et tu affectes 1 million de choses, et t'es toujours pris dans un monde, t'es toujours pris dans le monde, et t'as pas une liberté absurde. C'est juste que il a une formule, les gens se croient libres, alors que c'est juste parce qu'ils comprennent pas les causes et les conséquences de ce qu'ils font, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Oui, c'est ça. C'est que le fait qu'il ait posé la main, c'est que il s'est passé plein de choses dans sa vie. Il s'est passé plein de choses ou dans l'environnement où il est, pour qu'il aille jusqu'à se dire vas-y, je vais poser ma main sur le feu. Ou pas se le dire, mais faire cette erreur-là, s'il le fait pas exprès. Mais même s'il le faisait exprès, même c'était. Même si ce serait un peu. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'un peu masochiste. Oui, non, mais oui. Il y aurait des raisons. C'est ça. Il y a des raisons qui. Pour Spinoza, on pourrait remonter cette chaîne. Parce que là, toi, tu me dis, c'était dans une époque libérale. Du coup, dans le libéral, moi, j'entends ça un peu genre comme aujourd'hui. Les libéraux, ils se disent. Je suis libre de... je sais pas c'est quoi la définition, mais l'impression que j'ai de libéral, ça veut dire je suis libre de faire exactement ce que je veux, et c'est mes actes c'est mon moi qui fait que j'arrive à faire telle ou telle chose. Non, là, le libéralisme de cette époque, il faut le voir, c'est vraiment une période historique où on essaie de renverser les ordres anciens qui sont plus dans ce sens-là. Qui sont des ordres soit théocratiques, soit monarchiques, etc. Donc c'est un peu la révolution bourgeoise, quoi. Enfin, c'est comme il y a eu en France, c'est de vouloir
vouloir abolir les ordres anciens qui sont basés sur l'hérédité, sur la noblesse. Voilà, les libéraux, c'est ceux qui veulent abolir la noblesse et le clergé, quoi. D'accord, ok. Oui, non, c'est pas dans le sens. C'est pas dans le sens actuel. Ok. Mais du coup, ça tord un peu ce truc du sens actuel quand même. Par contre, ouais. De dire, ça tord. Ça remet en. Non. À l'époque, il disait que ce qu'on dit là aujourd'hui sur si tu veux le faire, alors tu peux le faire. Ouais. Et ben là, lui, ce que tu es en train de dire, c'est que tu le fais, mais c'est pas parce que tu veux le faire. Ouais. En fait, ta volonté, elle est tout aussi déterminée que le reste. Ta volonté n'est pas libre. Donc tu peux avoir. Ok, oui, c'est ça. Vas-y. Tu peux avoir. Parce que mais parce que c'est vrai qu'on a parlé que du truc de l'étendue là, et on n'a pas parlé des pensées. J'ai l'impression, et du coup c'est là où on parle de pensée plus sur comment, c'est quoi les interactions qui fait bouger telle ou telle pensée, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Vu que ton esprit c'est l'idée de ton corps, en fait ce qui affecte ton corps affecte de manière égale ton esprit. Et donc en fait, t'es l'idée d'un corps qui est affecté par tout ton environnement et physique et un environnement d'idées. Ouais, c'est ça. Les idées, du coup, t'as plein d'idées. Là, t'es en train de me bousculer une idée, par exemple. Où il y a d'autres gens qui peuvent me bousculer une idée en face, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas palpable, mais... C'est une autre manière d'envisager la nature, où la nature est autant idée que étendue. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et donc, il faut imaginer, d'une certaine manière, il y a une physique des idées, quoi. Bon, je le dirais pas comme ça, mais... Mais des idées en entraînent d'autres. Des idées vont contre d'autres. Voilà, mais toi, t'es pas toi, t'es l'idée de ton corps. T'es relié à ton corps. Quand ton corps va disparaître, ton esprit va disparaître aussi. Y a pas... Ça, ok, ouais. Et du coup, ça veut dire, là, je reviens sur le truc des idées, de comment le gars a pu avoir l'idée de se brûler la main, ou l'idée de se dire, vas-y. Un truc intentionnel comme ça, c'est plus. Genre, il est allé acheter une bouteille d'eau au supermarché. Ouais, voilà. Il a voulu acheter une bouteille d'eau, ou alors, il a voulu. Ouais, c'est très bien. Il a voulu acheter une bouteille d'eau, mais c'est parce que. Il sait qu'il faut boire pour survivre. Puis probablement qu'il avait soif. Oui, voilà, il avait soif. Donc ça, c'est une idée, vraiment, ça vient de lui, là, pour le coup. Ça vient pas de lui, parce que ça vient de... C'est pas lui qui a décrété qu'il avait soif. C'est une contrainte de la chose qu'il est. Ok. Dans ce cas, alors, c'est un gars, il a acheté une jolie bague, par exemple, tu vois, une jolie bague. C'est pas une idée, c'est une idée qui vient de lui, du coup. Pour Spinoza, en fait rien ne vient de lui. Rien ne vient des modes. Tout vient des interactions entre les modes. Ouais, ok, c'est ça. En fait, il a acheté une bague pour peut-être vouloir être beau, avoir une jolie bague. Donc il le fait déjà. Il a un sens esthétique qu'il a hérité de sa vie avant. Tout le monde ne porte pas de bague, donc à ce titre-là, Spinoza, il pourrait dire il y a des causes qui ont amené à ce que cette personne aime les bagues. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Donc tu peux toujours trouver une cause. Donc, Ok, ouais. Ok. Et ouais, d'accord, ok. Et du coup, cette idée, j'ai l'impression que ça... Enfin, je sais pas si on va en parler maintenant de Bourdieu, quoi, mais ça... J'ai pas lu Bourdieu en entier, j'ai lu un fascicule. Le petit fascicule. Le petit livre rouge de Bourdieu. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui dit que tu peux... Ok, comment le dire ? Que tu n'es pas... en fait, c'est la conséquence de l'environnement où t'es, qui permet à ce que tu arrives à tel ou tel endroit. Mais sans ça, tu peux pas sortir de l'endroit où t'es, ou alors réussir à sortir de l'endroit où t'es. Ça demande d'autres interactions, etc. quoi. C'est toutes les logiques de la reproduction sociale, mais en fait, c'est vraiment... Et ça, c'est l'environnement, c'est l'immanence dont... Enfin non, c'est pas l'immanence, mais c'est le tout dont il parle Spinoza qui permet de faire cette réflexion-là. Il y a de ça, parce que c'est...
en fait, quand tu es dans une logique où il n'y a que des choses matérielles qui forgent les idées, tu vois, enfin, y a pas, chez Spinoza, les idées s'entremêlent entre elles, mais tu es l'idée d'un corps. Donc en fait, tes idées ne sont pas dissociables de ton corps. Ouais. Et donc du coup, tu peux être dans une logique assez proche de Bourdieu, où Bourdieu il prend énormément en considération les corps. Et pour lui, donc il a ce concept d'habitus, qui est son concept de dire que en fait, tu vas avoir un être social qui va être structuré par tes expériences, et notamment par ton milieu de vie matérielle, donc ta classe sociale. Et donc du coup, tu vas incorporer, c'est là que ça repart du corps. Oui, ok. Donc tu vas incorporer des manières d'être, des manières de penser, des manières même de te tenir, de parler, etc. Et qu'en fait, ça va venir directement de ton milieu social, et que c'est ça qui va te permettre de te confronter au monde. C'est que tu vas être constitué par le monde, d'une certaine manière, et ce qui va te donner une structure pour te confronter au monde et aborder le monde, avec certaines dispositions. Donc Bourdieu, il dirait pas que que c'est déterminé à 100%, mais il dirait qu'en fait, tu arrives au monde avec une manière d'être qui t'a été donnée par ton environnement social. Et du coup, qui va te donner plutôt, lui, il parle plus de probabilité. Ok, d'accord. Donc, tu vois, qui va cadrer une sorte de manière d'agir et de penser. Et tu vas pas pouvoir... tu vas avoir une liberté là-dedans, mais qui est pas totale. C'est ça, Tu vas avoir un cadre dans lequel tu vas te comporter, tu vas penser, agir, etc. Et il faudrait vraiment des expériences fortes pour que tu en sortes. C'est ça. Il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose de signifiant dans ta vie pour que ça vienne remodeler tes structures. C'est ça. Pour changer ton mode, quoi. Ton mode, là, on parle pas forcément du corps. Enfin, comme pour le corps, en fait. Si t'as un accident, là, ça change vraiment ton truc. Mais pareil pour la pensée. Enfin, c'est-à-dire que t'as rencontré un truc un peu fort qui a fait totalement. Mais en positif comme en négatif, là. Exactement. Mais c'est typiquement un traumatisme va remodeler ta manière de penser, d'être. Ou comme une expérience heureuse incroyable. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui disent que, par exemple, peut-être des gens qui ont été proches de la mort, souvent ça change leur rapport parce que ça change leur rapport d'être au monde. Tu vois, ça va changer beaucoup de choses en eux. C'est que ça va être une expérience ultra puissante qui va pouvoir remodeler des structures qui anciennes. Mais tu vois, juste une discussion dans un café avec quelqu'un de pas très que t'aimes pas beaucoup ne va pas remodeler ta manière de... c'est ça. C'est toute une question des charges affectives des choses. Donc t'as ça. On est un peu sorti du sujet de l'immanence, mais... non, mais et du coup, enfin... Du coup, l'immanence... Spinoza, il va être réutilisé comme ça, en fait. C'est ça. En fait, Spinoza, l'immanence, ça va servir. On va passer là. En fait, Spinoza, il a été un peu oublié en France pendant très longtemps. Et surtout, il disparaît vraiment au début du XXe siècle. Vraiment, il disparaît des textes, quoi. Des commentaires, on le lit parce que comme ça, quoi. On le lit comme ça en comparaison avec d'autres, tu vois. On le lit mais on l'étudie pas, quoi. On l'étudie pas pour lui-même, très peu. Enfin, vraiment, ça se compte depuis 1900, entre 1900 et 1950. Tu peux vraiment compter le nombre de livres qui ont été écrits sur Spinoza et le nombre de cours qui ont été donnés à propos de Spinoza. Tu peux les compter pas sur les doigts de la main, mais pas loin, quoi. Et parce que Spinoza, il est rangé comme un philosophe cartésien. Et Descartes, c'est un peu la fierté française, tu vois. Donc du coup, il y a beaucoup de commentaires de Descartes. Mais Spinoza... du coup, il est mis de côté, quoi. C'est le gars à côté. Oui, on dit c'est le gars. Second rôle. C'est le second rôle. Vraiment, c'est un. Tu vois, on le voit, c'est un cartésien radical. C'est le remplaçant, quoi. Voilà. En tout cas, il n'est pas vraiment étudié pour lui-même. Et sauf qu'il va revenir à partir du début des années 60. Comment il revient, lui ? Qui le fait revenir ? Il revient par plusieurs personnes. Il revient par un mec qui s'appelle Martial Guéroult, qui est un historien de la philosophie et qui fait, lui, des lectures, justement. Il refuse les lectures de lire l'histoire de la philosophie comme un enchaînement de progrès, et qu'on serait allé vers un progrès de pensée d'un philosophe à l'autre, tu vois.
Et lui, il lit c'est l'époque du structuralisme. Je lâche des gros mots. Ouais, vas-y. Mais c'est l'époque du structuralisme. Et lui, il fait des lectures structurales des œuvres. C'est-à-dire, il lit les œuvres pour elles-mêmes. Et dans le rapport interne d'une œuvre, il essaie de trouver la cohérence forte de cette œuvre en excluant, sans penser à l'histoire de la philosophie, sans penser juste dans cet endroit-là, dans cette œuvre-là, dans ce livre-là, ou dans un auteur, disons, en particulier. Voilà. C'est quoi la cohérence de cet auteur, sans qu'on se dise... sans qu'on rentre dans une logique historique, quoi. Sans qu'on se dise d'où il vient, parce que machin a pensé machin, il est pas d'accord avec bidule. Voilà, c'est vraiment de prendre l'œuvre pour elle-même et d'essayer d'en ressortir la logique pure. Et donc c'est vraiment le geste structuraliste vraiment, c'est comme ça si tu dois définir le structuralisme. C'est dire, c'est un objet dans son lui-même, quoi. C'est un objet en lui-même, et on étudie les rapports de cette... on étudie des rapports à l'intérieur de lui-même. Ok. On étudie... on peut étudier le rapport à d'autres choses, mais on va pas chercher l'histoire de la chose. L'histoire de la chose c'est ponctuel, enfin c'est pas ponctuellement, mais c'est l'objet. Quasiment une image arrêtée de la chose et de voir ses rapports avec les... En fait, ça vient, pour comprendre le structuralisme, ça vient d'un mec qui s'appelle Saussure, qui est un linguiste, et qui lui a apporté une nouvelle manière de voir le langage. Où il a dit le langage, c'est pas. Avant, on faisait beaucoup d'étymologie, par exemple, donc d'essayer de retrouver la racine d'un mot, de comment ça vient avec d'autres langues, etc. Et lui, il dit non, c'est pas ça qui compte dans le langage. Ce qui permet de mieux comprendre le langage, c'est que un mot n'a de sens qu'en rapport avec d'autres mots. Ok. On retrouve la même logique de comprendre, d'essayer de comprendre que bleu n'a de sens que parce qu'il y a rouge, jaune, vert. Ok. Ouais. Et que bleu en soi, ou l'histoire du mot bleu, n'a pas d'intérêt pour comprendre comment fonctionne le mot bleu dans le langage. Donc de dire que le langage est une structure, tu vois. Le langage est une structure et on peut voir des mots qui ont des positions précises. Ok. Donc là c'est le langage, mais du coup on peut l'appliquer à autre chose. Exactement. Du coup à la société par exemple. Exactement. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'après il va y avoir le structuralisme va continuer par Claude Lévi-Strauss, qui est lui un anthropologue et un ethnologue, qui va essayer d'analyser les structures de la parenté dans des sociétés primitives. Ok. Donc de comprendre comment les membres d'une même société, les règles de mariage, les règles de vie en famille, etc. Il va faire pareil avec les mythes, de comprendre comment on a créé ça, quoi. De comprendre, pas comment on a créé, mais comment ça fonctionne. À l'intérieur du mythe, comment le mythe fonctionne en lui-même, et comment il fonctionne avec d'autres mythes. Et donc il va dire, tu vois, il va faire vraiment des comparaisons. C'est assez bizarre comme manière de penser, de dire ce mythe-là va confronter tel animal aérien avec tel animal terrestre. Ce mythe-là va travailler le ciel éthéré et les profondeurs de la terre. Ce mythe-là va travailler l'eau, le feu. En fait, des oppositions structurelles des mythes, et qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre. Pour lui, c'est une source de connaissances privilégiée, tu vois, de comprendre la structure des mythes et la structure des choses. Oui. Et au final, de comprendre qu'il y a une structure de pensée un peu universelle. Il cherche ça, Lévi-Strauss. De se dire, en fait, dans toutes les sociétés... dans un endroit, tu as une façon d'agencer les choses. Et en fait, ça, c'est un peu le propre des êtres humains. C'est de créer des rapports entre les choses, des oppositions, et de travailler, dans les mythes en tout cas, tu vas travailler des oppositions, féminin, masculin, ciel, terre, eau, feu, et de travailler des oppositions de manière universelle. Et c'est comme ça qu'il explique que tu as des mythes, tu vois, de l'Arche de Noé. Tu vois, de grandes inondations, t'en as sur tous les continents. Ok, je comprends. Et en fait, tu as des gens qui expliquaient ça avant en disant c'est que ces gens-là doivent avoir un mythe en commun de base qui s'est répandu avec l'expansion de l'espèce humaine. Et en fait, Lévi-Strauss, il va dire non, c'est juste que... juste dans leur endroit, ils ont fait ça, quoi. Ouais, juste dans leur endroit, en fait, ça vient spontanément, quasiment au peuple. De penser que l'eau peut recouvrir la terre, tu vois. Oui, d'accord, ok. Et que, en fait, c'est une expérience logique, et c'est pas une histoire qui viendrait de... Oui, d'accord, j'ai compris. Voilà, donc ça, c'est le structuralisme fonctionne comme ça. Ça, d'accord, ok. Et du coup, là, on parle des mythes et tout, et du coup, comment il s'appelait
Claude Lévi-Strauss. Non, juste avant, Saussure. celui qui l'a ramené. Ouais, Saussure, donc il a ramené ça. Il a ramené cette logique de pensée-là. Ouais. Ok, donc le structuralisme, et c'est là-dedans qu'il introduit Spinoza, c'est ça? Et en fait, du coup, tu as Martial Guéroult qui était Guéroult, ouais, c'est ça. Ouais. Cet historien de la philosophie. Tu vas voir un mec qui s'appelle Althusser, qui est un théoricien marxiste, qui va avoir besoin de Spinoza et de l'immanence. Je vais expliquer pourquoi après. Vas-y, ouais. Donc lui qui fait... Et Deleuze aussi qui va, sortir un livre qui s'appelle Spinoza, le problème de l'expression. Ok. Pareil, à la fin des années 60. Et donc en fait, tu as vraiment un renouveau... Donc, en fait, Spinoza 1960, hein, les années 1960. Les années 60 jusqu'au début des années 70. Et après, ça a continué parce que maintenant, on parle vraiment... souvent de... Spinoza est revenu un peu sur la carte à ce moment-là. Et il n'est pas vraiment parti depuis parce qu'il sert à penser plein de choses. Ouais. Et du coup, tu disais qu'il réutilisait Spinoza pour l'immanence. Ouais. Donc Althusser. Par exemple, Althusser, ouais. Althusser, c'est quoi son truc et comment il introduit l'immanence? En gros, ça permet de penser les structures sociales, tu vois. D'accord. Et de se dire... Donc, attends, avant, il y a l'autre gars, attends, j'ai oublié son nom déjà. Guéroult. Ouais, Guéroult qui fait le structuralisme. Guéroult, lui, il va faire une lecture structurale, il va vraiment lire Spinoza comme il n'avait jamais été lu avant. Il va le lire pour lui-même, mais d'un point de vue, ça va pas du tout être politique, tu vois. Il lit juste Spinoza et il laisse pour lui-même, et il en déroule la logique. Il déroule la logique interne de Spinoza. Donc le structuralisme, c'est une philosophie qui existe avant Guéroult. Ouais, totalement. Mais, d'accord. Même Guéroult, il applique une méthode de lecture structurale. D'accord, ok. Il est même pas, je sais même pas si pour, enfin, tu vois, il applique juste une méthode à ce moment-là. Une méthode de lecture qui est issue du structuralisme, mais c'est un peu la philosophie, enfin, c'est la manière un peu dominante de lire les choses à ce moment-là, et donc il applique ça. Ok. Et parce que du coup, le structuralisme n'est pas découlé de Spinoza. Pas du tout. Non, d'accord. Ouais, pas du tout. Non, pas du tout. Ça vient vraiment de la linguistique. Ok, d'accord. Ça vient de Saussure, puis Lévi-Strauss. Ok. Et c'est juste que Spinoza va vraiment bien s'intégrer là-dedans. Ah, d'accord. Donc c'est un courant de philosophie qui s'appelle le structuralisme, j'imagine. Ouais. Et du coup, et au bout d'un moment, ils se disent, vas-y, Spinoza, on a besoin de choses, ça marche bien pour ça. Ouais, on a besoin de choses, c'est Spinoza. On a besoin d'aller picorer des choses. Ok, d'accord. Chez Spinoza. Ok. Et parce que ça marche bien pour nous. Ok. Et du coup, l'immanence, il l'utilise là-dedans. Althusser, c'est ça, qui dit, vas-y, l'immanence. Ouais. En gros, dans le structuralisme. Qu'est-ce que ça fait? En gros, ça permet d'échapper à un problème. Tu vois, nous, quand tu es de gauche, tu entends toujours parler de structure sociale. Ouais, voilà, Tu entends toujours parler de structure sociale. Tu dis que c'est structurel, etc. Voilà. C'est un endroit qui fait que tu peux pas sortir de cet endroit-là. Enfin, toi, en tant qu'objet dans cette structure-là, t'es pris dans des rapports. Voilà, c'est ça. T'es bousculé à droite à gauche pour. Mais du coup, la question, c'est c'est quoi une structure? Voilà. Comment ça marche? Et est-ce qu'une structure, c'est un truc surplombant, matériel? Tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Donc il y a une manière. On se demande, c'est une vraie question de comment penser l'efficience des structures, comment ça marche une structure sociale. Ok. Tu vois. Et donc, il est évident qu'une structure sociale, c'est pas quelque chose qui existe matériellement. Tu vois, les structures ne descendent pas dans la rue. Oui. Pas encore, mais on aimerait bien. Voilà, les structures, en fait, ça n'a pas d'existence. Quelle est l'existence d'une structure? C'est un problème. Tu vois, alors que ces gens sont structuralistes, mais il faut trouver une logique de l'efficience des structures. Et ça, ils vont le trouver dans l'immanence. Qui est de dire qu'en fait, une structure, c'est finalement juste des individus qui agissent d'une certaine manière et qui appliquent des rapports qui vont faire exister cette structure-là, mais parce qu'une multitude d'individus agissent d'une certaine manière, et du coup ils appliquent des rapports. Donc on peut prendre, je sais pas,
le rapport capitaliste. Ouais. La structure capitaliste, ça veut dire que tu as une somme d'individus où tu vas avoir d'un côté des gens qui possèdent des moyens de production, qui vont mettre au travail des gens qui n'ont rien ou qui sont salariés et qui n'ont que leur force de travail à vendre. Et donc, c'est le rapport salarial, etc. Et donc ça, c'est la structure capitaliste. C'est des personnes physiques qui effectuent cette structure. Oui, c'est ça. Et ils l'effectuent de manière immanente. C'est-à-dire que la structure... Ça vient... Attends. Est-ce que c'est la structure qui est immanente ou c'est chaque individu à son immanence qui permet d'immaner Voilà, je me suis perdu. Tu t'es perdu. La structure fonctionne de manière immanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe extérieur qui fait fonctionner la structure. Ouais. Il n'y a pas... Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas un truc qui est au-dessus. Il n'y a pas un truc qui est au-dessus. Une entité de personnes. C'est qu'il y a des lois de fonctionnement de la structure qui font qu'elle se maintient dans le temps. Et qu'elle peut évoluer, qu'elle peut, etc. Mais c'est une logique interne, c'est une logique immanente. Et voilà, et c'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle la structure et qui la dirige de l'extérieur, où il n'y a pas une logique, tu vois, qui viendrait de l'extérieur pour dire ça va les choses marchent dans ce sens-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne de toute éternité ou je ne sais pas quoi. C'est pas moi. Il n'y a pas, c'est ça. Il n'y a pas un président, je dis au hasard, qui dit on va changer complètement la structure. Enfin, on va changer ce qu'on est en train de faire là. Et c'est ça qui va... Après, tu peux avoir des activités individuelles qui peuvent avoir des effets sur les structures. J'ai dit président. Il n'y a pas un dieu plutôt qui dit je peux changer complètement la manière de penser des gens, par exemple. Ou la manière dont... Je vois pas où tu vas du tout. Non mais il n'y a pas un truc qui part dessus. Il n'y a pas un truc qui part dessus. Il y a pas les structures n'existent pas. Il y a que nous qui agissons et qui en fait appliquons des rapports qui donnent une effectivité à cette structure. Demain, il n'y a pas un truc qui peut dire on arrête le capitalisme. Non. D'un coup quoi. Non, ce sera de l'activité humaine. Voilà, ce sera l'activité humaine d'humains concrets, où il y aura des rapports de force qui vont se faire. Enfin voilà, quelque chose va changer dans la structure du capitalisme qui va faire que ça va disparaître, mais ça viendra pas d'une idée. Ça viendra pas. C'est pas un truc qui. Enfin oui, on peut pas attendre un dieu. Ça viendra pas d'une logique. Ça viendra pas d'une logique. Ça viendra pas de l'histoire qui se déroule toute seule. Oui. T'as un peu ça parfois dans le marxisme. De dire. Tu vois, l'histoire a un sens, l'histoire va quelque part. Ok, ça je savais pas ça qu'il disait ça. T'as vachement ça dans le marxisme. En fait, ça vient d'un philosophe qui s'appelle Hegel. Et t'as vraiment cette idée-là que l'histoire a une fin, qu'on va vers le communisme, tu vois. C'est ça. On va vers la fin de l'histoire. Nous avançons vers la réconciliation de l'humanité. Oui, ça existe pas. Pour Spinoza, c'est absurde. Ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, pour Spinoza, ça n'a pas de sens de se dire, ok, tous ensemble, on va vers un truc. Il y a une logique qui nous amène quelque part. Voilà, Non. En fait, c'est plein de petites logiques, plein d'idées dans un environnement. Il y a plein de qui poussent chacune, et puis peut-être à un moment, il y en a une plus forte que l'autre. Voilà, exactement. C'est des rapports de force, c'est des rencontres, c'est des rapports de rencontres. Mais d'une certaine manière, même si tout est nécessaire, c'est un peu aléatoire dans le sens où il n'y a pas une logique qui vient guider ça. Ok. Voilà. Il y a des logiques de fonctionnement, il y a des lois d'interaction des choses. Oui, il y a l'histoire qui a fait que... c'est les interactions du passé qui ont permis à arriver à cette interaction-là aujourd'hui. L'histoire, pour Spinoza, ce serait... c'est une pratique humaine, soit c'est une pratique scientifique de compréhension du passé, soit c'est une mise en récit qui est un peu imaginaire, du coup, de comment... Mais qui est une nouvelle idée, en fait, qui permet de... Limite, c'est une mythologie, l'histoire. Enfin, si on sort de l'histoire pratique scientifique, de récupérer... Mais si c'est mettre en récit le passé, c'est vraiment, pour Spinoza, c'est pas de la connaissance, quoi. Enfin, c'est une manière de se raconter, quoi. C'est une manière un peu imaginaire de se raconter. Et il n'y a pas... Il n'y a pas une logique historique qui viendrait guider tout ça vers quelque part. Ok. Et donc ça, c'est... Et même ça donne, tu vois, ça recoupe avec le structuralisme, de dire, l'objet de connaissance, c'est pas genre une histoire qui se déroule. Enfin, c'est l'intérêt, là où on trouve la connaissance, c'est pas dans comprendre la chaîne historique du passé
puisqu'en de toute façon, selon une logique de l'histoire, mais c'est étudier les structures maintenant et les modes de fonctionnement actuels. Et de dire, en fait, on donne trop d'importance à l'histoire. Ouais. On donne trop d'importance à d'où viennent les choses, alors que ce qui est important, c'est d'étudier comment elles fonctionnent maintenant d'une certaine manière. Tu vois, ouais, okay. Sans nier que l'histoire soit intéressante. Hein, mais oui, du coup, refaire structurellement, refaire la lecture structurelle des choses actuelles, quoi. Des choses actuelles, de voir comment elles fonctionnent maintenant dans leur structure. En fait. Voilà, comment tu as des lois d'évolution des structures, etc. Mais c'est ça leur pensée. Et de moins penser histoire, comme ça a été beaucoup le cas à l'époque antérieure au structuralisme, où vraiment il y avait un peu fallait tout remettre dans la logique de l'histoire, fallait tout comprendre. Voilà, si on en est arrivé là, c'est parce qu'avant ceci, cela. Ouais, voilà. Tu vois, et de faire ça s'appelle une téléologie. Vas-y, ouais. Une téléologie, ça veut dire comment les choses penser à partir d'une finalité. Ouais, au lieu de voir le développement des choses petit à petit, comment elles se construisent, c'est de dire de toute façon on allait arriver là. D'accord. Et de voir comment on en arrive là. D'accord, ok. Donc tu reviens un peu à rebrousse-poil. Ouais. Oui, d'accord. Donc là c'est... Oui, ok, j'ai compris. Voilà. Genre on arrive à... Oui, ok. Je vais pas le reformuler parce que je l'ai perdu là, mais oui, je capte. Et donc tu vois, pour Spinoza, ça c'est absurde. Enfin, voilà, et Spinoza va servir à ça dans les années 60, de contrer un peu cette manière de penser là, qui est du coup cette manière théologique qui était très présente, tu vois, même dans le marxisme un peu stalinien qui était et du PCF en France, qui était genre vraiment un peu hégémonique. Ouais. De penser que l'histoire elle est quelque part, etc. D'accord. Et vraiment il y a tout un courant de pensée qui veut sortir de ces pensées-là. Du coup aujourd'hui on n'est plus dans ça, quoi. On n'est plus dans c'est l'ordre des choses d'arriver à cet endroit-là. Il subsiste quelques marxistes fous, mais ok. Alors, je parle de la gauche là, mais ouais. Okay. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont minoritaires. Okay. J'ai l'impression que qu'on est un peu sorti de ce mode de pensée-là, et c'est tant mieux parce que moi ça me paraît un peu, tu vois, de penser que has-been. De penser que nous allons. Pour moi, c'est un mythe. Enfin, ça fonctionne comme une mythologie, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ça fonctionne comme une mythologie. Et là, ok, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire que pour pouvoir, enfin, là, dans ce que tu es en train d'expliquer du marxisme, c'est qu'on se base sur l'histoire. Enfin, on se dit que il y a une sorte de main invisible là qui va nous amener vers le bien de l'humanité, quoi. Ouais. Tandis que là, Spinoza, ce qu'il permet, c'est de dire, en fait, on peut reprendre un peu le contrôle, ou alors on sait qu'il y a ces structures-là qui existent. Ouais. Non, lui parle pas de structure. Non, pardon. Ouais. Le structuralisme associé à Spinoza permet de se rendre compte que il y a des forces qui existent, ou des idées un peu partout qui se bousculent et qui permettent à ce que cette structure existe, et que du coup on peut se battre un peu, enfin pas se battre, autant mais des idées que des choses choses matérielles ou idées. Faut pas oublier que c'est la même chose. Ouais. Tu vois, les idées et la matière, voilà. C'est la même chose vue sous deux angles différents. Mais ça reste la même chose. Et non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces choses-là qui existent, matière ou idées, mais que du coup comme on sait que ça existe, maintenant on se rend compte, quoi, et du coup on peut repousser ou pas repousser, ou accepter. On peut comprendre des logiques de rencontre, on peut comprendre comment telle chose interagit avec telle autre. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, qu'il y a un fonctionnement là tout de suite, quoi. Enfin, il y a un truc très actuel. Ouais. Mais du coup, ça me fait penser à... Enfin, dis-moi si je me trompe. Mais du coup, de comprendre ça me fait me dire, genre, ok, j'ai compris qu'il y a du jaune et j'ai compris qu'il y a du bleu, et que si je mélange les deux, ça fait du vert, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est un peu la même chose en mode dans le monde normal, enfin dans le reste de la société à l'échelle, beaucoup plus complexe. C'est ça. Et que du coup, si on voit ces deux choses-là, on peut virer vers du vert ou vers une autre couleur, quoi. Du coup, tu reprends tu peux
avoir une action sur ce qu'on est en train de faire. Parce que la liberté chez Spinoza, c'est ça, c'est de comprendre les conséquences de ses actes et de comprendre pourquoi on le fait. Ouais. Mais tu sors pas du déterminisme pour autant, mais en fait tu gagnes en puissance d'agir. Ouais, ok. Tu gagnes en puissance d'agir, ça on en parlera sûrement. Ouais, pour d'autres fois. Ouais, ok. Ok. Et bah trop bien. Bah, je pense que j'ai compris l'immanence. Ok. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai entendu l'immanence, je pense. Ouais. J'ai entendu un petit peu, mais je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat. Attends, je lis juste un commentaire, parce qu'on a eu un commentaire, mais d'où vient ce merveilleux tableau de Abernathy Terror? Pardon, je me reconcentre. Qui a peint cette merveille? Ça, c'est des idées, tu vois, qui émanent de ta propre personne. Oui, ça vient de moi. T'avais un autre sujet ou je regarde ce que j'avais pris. Non, on a bien... On a réussi à tout déployer. Hein. J'espère que c'était pas trop brouillon. Non, mais enfin, moi ça va. Okay. C'est plus le chat, je sais pas trop. Et on va voir les commentaires. On prend des questions. C'est vraiment des questions là. On va rediffuser cet épisode sur la chaîne YouTube. Attends, je vais la poser ici. C'est quoi Iman? Immanence. C'est qui Iman du coup? C'est qui Iman? Iman. D'accord. Attends, je vais rechercher la chaîne YouTube, comme ça je vais la partager dans le chat. Et ben Iman, c'est la sœur de Lucas en fait. On parle de la sœur de Lucas depuis tout à l'heure. Ouais, elle va bien. Elle se porte très bien. Notion commune. Bah, j'espère que ça vous a plu. Dans les prochains épisodes, on retrouvera Lucas. Ah bah non, mais on est sur la chaîne de Lucas là. Hein. Ouais, on n'est pas sur ma totalement. Chaîne. J'avoue, j'ai animé le truc comme si c'était ma chaîne. Non, mais c'est un duo. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, ce concept d'émission est un duo. C'est ça. Non, on va évidemment retrouver Lucas qui est notre exégète. Et moi, je suis l'anti-exégète, c'est-à-dire la personne qui, en apprenant, décomprend. Tu vois c'est très bien. Je le fais très bien. Je le fais bien. Est-ce que vous avez compris des choses dans le chat en vrai? Ludo. Est-ce que je te connais toi-même? Ludovic. Je pense que. Tu le connais toi? Je ne sais pas. Ouais, Ludovic, ouais. Est-ce que je le connais? Le YouTube. Bah, il y a un. Non, c'est pas le même. Mais il y a un autre YouTuber que je connais qui s'appelle comme ça. Mais c'est pas le. C'est pas le même. C'est pas celui auquel on pense. Et voilà, du coup on va faire une rediff de cette magnifique épisode un peu coupé, je pense. Ouais, mais en vrai pas. Peut-être début fin. Des petits trucs quoi. Ouais. Et puis ou peut-être même pas obligé en vrai. Franchement début fin. Ouais. Voilà. On n'a pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop. Je pense que j'ai pas été hyper clair. Non. Moi ça. Enfin, j'ai l'impression que ça allait. Ouais. Il y a eu des moments où je voulais aller dans des endroits, mais je me suis perdu moi-même. Okay. Et t'as réussi à ramener vers l'endroit où je voulais aller. Okay. Du coup, c'est bon. Ouais. Parfait. Lucas, on se connaît. Ah, Lucas, tu le connais. Juste d'arriver. Ok, je regarderai la rediff. Très bien. Voilà. Avec plaisir. Et bah, trop bien. Écoute, est-ce qu'on avait fait une dernière fois si on... Je veux juste relire ça vite fait. Tuc. Ouais. De voir ça, juste pour revenir un peu à Bourdieu vite fait. Bourdieu, c'est un peu la même logique, tu vois, c'est de penser les structures sociales de manière immanente, de dire c'est pas parce que t'as un truc de l'extérieur qui fait que t'es déterminé. C'est vraiment juste par ton environnement social et que t'incorpores des choses et tout. Donc en fait, la logique de l'immanence, elle va vraiment être reprise à fond. Qui est vraiment une pensée anti-idéaliste ou tu vois, de penser qu'il y a des grands principes ou une grande nature humaine ou des grands c'est ça tu vois, de vraiment d'échapper à ça ou d'échapper à vraiment une suite de l'histoire ou d'échapper à ces grandes choses et juste de partir du concret et de la matérialité et de reconstruire les comportements à partir de là petit à petit quoi, sans vouloir vérifier sans vouloir vérifier une logique qui serait extérieure qui reviendrait d'ailleurs ou je sais pas quoi. Donc en fait ou qui reviendrait de la nature humaine par exemple. Pour Spinoza, il y a pas de nature humaine, tu vois. Enfin, les humains, ils sont ce que les conditions dans lesquelles ils vivent ont fait d'eux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on en reparlera dans le prochain épisode, mais du coup ça me fait parler de ce point-là. Ah, salut. 2 secondes, salut. Salut.
Dans 2 secondes, on a bientôt fini. C'est toute cette partie-là là, sur la nature humaine. On en a un peu parlé, mais vite sur fait. la morale. Ouais. Mais peut-être qu'on en reparlera dans le prochain épisode. De toute façon, en fait, là, on a posé les premières bases, mais en fait, tout s'entremêle. Chez Spinoza. Donc en fait, ce dont on a parlé, on y reviendra sous d'autres angles. C'est ça. Et en fait, Spinoza, vraiment, ça se construit. C'est vraiment un système qui est ultra interconnecté. Ouais. Et c'est pas thème par thème, donc on reviendra de toute façon par d'autres angles à ce dont on a parlé, quoi. Ouais. Alors attends, je cherche juste qu'est-ce que j'ai fait de ça. Ah, voilà. Alors, j'aime bien votre manière de faire. Salut Abernathy Terror. Tu le connais ou pas ? Non, je le connais pas. J'ai passé 8 heures par semaine à essayer de comprendre la philo et je me dis que déjà, j'avais pas la tête à ça et je l'ai peut-être plus maintenant de nombreuses années plus tard. Vous complétez bien. Réa posait les questions sur ce que j'arrivais pas à comprendre et en face, tu répondais avec patience et sans jugement. C'était fort agréable. C'est le but, votre synergie. En vrai, c'est un peu trop le bien. but. Ouais, c'est ça, ouais. Pour l'historique, on a commencé ça quand on était bourré. Ouais, ouais, c'est ça. 3 pintes dans la tête. Parler de Bourdieu. Ouais, et moi, j'aime bien parler. Oui. J'aime bien parler de théorie. Ouais. Et toi, t'aimes bien. Je pose des questions, quoi. Parce que t'aimes bien comprendre. Ouais, c'est ça. J'essaie de comprendre. Super. Je sais que c'est trop utile pour la suite, quoi. Donc, ouais. Je suis pas vieweuse chez... Ah, d'accord, je suis vieweuse chez... Ah, mais oui, c'est pour ça que ton pseudo me dit quelque chose. Ah, bah, trop bien, bienvenue. Sur Notion Commune. Ouais, qui n'est pas du tout dans le décor d'Histoire Crépue. Non, on n'est pas. Absolument pas. Il y a un tableau. Ouais, il y a juste un tableau. Il y a juste un magnifique tableau. Ouais. Ok, bah écoute. Bon, bah, trop bien. Et le prochain épisode, on va parler de corps et individu. Ouais. Petit teasing, mais on n'en dit pas plus. Ouais. C'est la théorie des corps et qu'est-ce que c'est un individu pour Spinoza. Ouais. Qui est une manière très bizarre de concevoir ce qu'est un individu. Spinoza, c'est très bizarre. Ok. Ah bah, j'ai hâte très étonnant. De lire et après de retranscrire ça en vidéo. Et merci au chat. Vous étiez très nombreux pour une première, moi je trouve. Ouais. Et on va voir. Je tablais sur 3 personnes. C'est vrai. On a doublé mes espérances. On a plus que doublé mes espérances. On était à 6 au moins quasiment tout du long. C'est colossal. Tu sais que Amine Mathieu, il a commencé comme ça aussi. Hein. Ouais, tu sais que personne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé si Vald, vu qu'il a. Je pense que Vald, quand il a commencé à streamer, il a commencé à beaucoup. Bon, merci tout le monde. On se dit à bientôt et je vous repartage le lien vers la chaîne. Bravo à vous deux. C'est quand les prochaines ? Ça sera à la rentrée. Ouais, je pense. À la rentrée, un vendredi aussi. Ça va un vendredi ? On m'a pas du tout consulté. Mais ce sera vendredi. Ouais, voilà, un vendredi parce que le reste de la semaine c'est trop complexe. Très bien. Trop bien. Donc ce sera un vendredi. Est-ce qu'on vous raide quelque part pour que, par exemple, chez Norman Ajari... Raid chez Norman Ajari. Ah, merde, attends. Non. Je vais lancer un raid. Mais enfin, il a fait de la philo, Norman Ajari. Il a une formation de philosophe. Norman. Il aime pas Deleuze, mais... Ah ouais ? Toi, ça te pose problème qu'il aime pas Deleuze ? Non, mais il travaille beaucoup la négativité, tu vois. Enfin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la négativité et le sens que ça a dans la pensée et tout. Ouais. Alors que Spinoza et Deleuze, c'est tout l'inverse. C'est vraiment la positivité totale. Ah, le négatif d'accord. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas à l'intérieur, ça vient toujours de l'extérieur. Ouais, ok, d'accord. Merci à toi, à Bernathy, et merci à Ludovic, merci à Marteau Boule aussi, et merci aux viewers. Et je vous envoie chez Norman Ajari. Faites-lui coucou, parlez-lui. Non mais si, mais en vrai il va dire. Parlez-lui de Spinoza. Ouais, je pense que c'est pas sa cam. Ah ouais, il aime pas. Je pense pas que je l'ai jamais entendu parler de Spinoza, mais je pense pas que ce soit sa cam. Bon vas-y. Ciao tout le monde, bye bye.